Le dessous des cartes va consacrer deux volets à la religion de l'islam pour parler du sunnisme et du chiisme. Quelle est la répartition géographique de ces deux courants à travers le monde? Quelle est l'histoire longue de leurs relations? Qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les oppose? Quand il y a conflit, est-ce qu'il est de nature politique ou de nature religieuse? Eh bien, commençons par repérer trois étapes dans l'histoire, car elles permettent d'expliquer l'origine des oppositions entre les courants. Voici la péninsule arabique en 632. À la mort du prophète Mahomet, se pose la question de sa succession pour diriger tant la communauté des croyants que le territoire que vous voyez sur la carte. Certains veulent désigner un successeur au sein de la famille proche, Ali, son cousin et gendre, mais certains prônent un retour aux traditions tribales avec la désignation du plus fidèle de ses compagnons, Abu Bakr. C'est ce dernier qui est nommé premier calife, c'est-à-dire successeur du prophète. Et c'est sans doute la première étape à retenir. Deux califes vont ensuite lui succéder, puis en 656, Ali est désigné comme quatrième calife. Mais le gouverneur de Damas, Muawiyah, refuse de se soumettre à son autorité, et pendant le règne d'Ali, le clivage se cristallise entre ceux qui s'appuient sur la tradition du prophète, la sunna, donc les sunnites, et ceux qui sont du parti d'Ali, ou Shia Ali en arabe, donc les chiites. En 661, Ali est assassiné, et Muawiyah est désigné cinquième calife, inaugurant ainsi la dynastie des califes omeyyades, dont la capitale sera Damas. En 680, côté sunnite, Yazid, le fils de Muawiyah, a pris la succession de son père, et côté chiite, Hussein, le fils d'Ali, a pris lui aussi celle de son père. Hussein lance depuis la ville de Koufa, dans l'Irak actuel, la bataille contre son rival Yazid, mais il est massacré à Kerbala par les armées omeyyades avec sa famille et ses hommes. Vous voyez ici une représentation de cette bataille datant de la fin du XIXe siècle. Eh bien, Kerbala, c'est l'épisode fondateur du chiisme. C'est là sans doute la deuxième étape à retenir. D'ailleurs, aujourd'hui, les chiites commémorent toujours le martyre de Hussein avec des flagellations rituelles. L'image est un peu brutale. C'est ce qu'on appelle l'Ashura. Et pendant plus de 8 siècles, les chiites vont être écartés des pouvoirs politiques jusqu'au début du XVIe siècle. Car dans l'Empire perse, la dynastie safavide vient d'accéder au pouvoir. Elle est parvenue à reconquérir le territoire de la Perse antique, où elle impose le chiisme afin de se démarquer des Ottomans sunnites. Et cette division au XVIe siècle entre d'un côté la Perse chiite et de l'autre l'Empire ottoman et le monde arabe sunnite, on voit d'ailleurs là l'Empire mamelouk, c'est sans doute la troisième étape historique que l'on peut retenir. Et bien voilà en résumé les fondements historiques de la séparation entre les sunnites et les chiites. Alors quelle est la carte de l'islam dans le monde d'aujourd'hui? Selon le Pew Research Center, on compte 1,6 milliard de musulmans dans le monde. L'islam est la seconde religion en nombre d'individus derrière le christianisme, et la majorité des musulmans vivent dans la région Asie-Pacifique, car cette région comprend l'Indonésie, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, les 4 premières populations musulmanes du monde. Donc l'islam est avant tout une religion d'Asie. Mais c'est dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord que le pourcentage de musulmans dans la population est le plus important. Les chiites représentent aujourd'hui 10 à 13% des musulmans, soit 162 à 211 millions d'individus, et les sunnites 87 à 90%, soit 1,4 milliard d'individus. Donc la branche sunnite est largement majoritaire dans le monde musulman. Sur la carte, on voit aussi les Ibadites, localisés à Oman. Ils sont généralement considérés comme les descendants de la troisième branche de l'islam, le kharidjisme. Mahomet rassemble certes tous les musulmans, mais il y a de nombreux courants qu'il convient aussi de connaître. Tout d'abord, chez les sunnites, on repère 4 écoles juridiques. Les hanafites, l'école la plus ancienne, les malikites, les chaféites et les hanbalites, l'école la plus conservatrice. Le chiisme, lui, se décline en 3 principaux courants. Les duodécimains, la branche la plus répandue, qui comprend notamment les chiites iraniens et irakiens. Ils ont pour spécificité de croire au retour du 12e imam ou descendant d'Ali. Les ismaéliens,
présents notamment en Asie centrale, qui vénèrent jusqu'au 7e imam, et les zaïdites, présents au Yémen, qui vénèrent jusqu'au 5e imam. On trouve aussi d'autres courants minoritaires, les alaouites, notamment présents sur la côte ouest de la Syrie, les alévis, principalement en Turquie. Ce sont deux sectes généralement considérées comme dissidentes du chiisme. On trouve aussi les druzes au Proche-Orient et toutes les écoles soufis qui empruntent leurs pratiques mystiques et spirituelles à la fois aux chiites et aux sunnites. Bien, mais pourquoi vous donner un tel niveau de précision? Eh bien parce que cela permet de montrer la complexité de l'islam, de son histoire, mais aussi celle de sa géographie. Et on voit que les chiites sont dispersés dans un grand Moyen-Orient qui va de la Turquie à l'Inde et de l'Azerbaïdjan au Yémen. Donc allons voir de plus près. Les chiites représentent la majorité de la population musulmane en Iran, un chiite sur 3 habite en Irak, mais aussi en Azerbaïdjan et à Bahreïn. On trouve aussi d'importantes minorités chiites dans des pays majoritairement sunnites, au Yémen, au Koweït, en Syrie, en Turquie, en Arabie saoudite, en Afghanistan, au Pakistan. Mais également au Liban, qui est un pays pluriconfessionnel, en Inde, où la population est majoritairement hindoue. Or, à nouveau, depuis la seconde moitié du XXe siècle, les tensions entre communautés chiites et sunnites se sont comme réveillées. Alors, il y a sans doute un premier événement qui a cristallisé les tensions. En 1979, la révolution islamique en Iran renverse le régime autoritaire pro-américain du Shah. L'ayatollah Khomeini fonde le nouveau régime sur le principe du wilayat al-faqih, c'est-à-dire le gouvernement des religieux. Ce principe est minoritaire dans la tradition chiite, car les chiites prônent une séparation claire entre les autorités religieuses et politiques, alors que les sunnites acceptent que les deux se confondent. Khomeini cible les États-Unis, entre guillemets le grand Satan, et Israël, le petit Satan, et tente d'exporter son modèle de révolution. De l'autre côté du golfe arabo-persique, les monarchies du Golfe sunnites s'estiment à plusieurs titres menacées. Car d'une part, elles abritent d'importantes minorités chiites, et d'autre part, l'Arabie saoudite détient sur son territoire les lieux les plus saints de l'islam, la Mecque et Médine, et donc accueille chaque année le pèlerinage des musulmans à la Mecque. Les autorités saoudiennes tirent leur légitimité d'un des courants du sunnisme, le wahhabisme, qui considère que les chiites ne sont pas des musulmans. Donc cette révolution iranienne de 1979, vue par les monarchies du Golfe comme une volonté d'expansion régionale de l'Iran, a modifié l'équilibre existant entre chiisme et sunnisme au Moyen-Orient. La même année, en Irak, un pays laïque, où la population est majoritairement chiite, on l'a vu, mais où le pouvoir est aux mains des sunnites, Saddam Hussein arrive au pouvoir. En septembre 1980, il lance une attaque militaire sur le front ouest de l'Iran. Les objectifs de la guerre sont à la fois de régler le litige frontalier sur le Chott el-Arab, dont la partie aval constitue la frontière entre l'Iran et l'Irak, de profiter du chaos qui suit la révolution iranienne, d'empêcher toute contagion révolutionnaire dans les régions irakiennes, majoritairement chiites. Alors d'un côté, l'Irak est soutenu par les pétromonarchies du Golfe, au premier rang desquelles l'Arabie saoudite, à l'exception d'Oman qui reste neutre. Et de l'autre, l'Iran est soutenu par la Syrie de Hafez el-Assad, car Assad est issu de la communauté alaouite, une secte dissidente du chiisme, mais surtout, il est en rivalité politique avec Saddam Hussein pour le leadership sur le monde arabe. En résumé, on a donc d'un côté l'Arabie saoudite wahhabite, grande puissance pétrolière, gardienne des lieux sacrés de Médine et de la Mecque, des intérêts sunnites, et d'ailleurs des intérêts occidentaux, et donc alliés à l'Irak, et de l'autre, l'Iran, défenseur des intérêts chiites, et positionné sur un axe anti-impérialiste allié à la Syrie. Donc, des enjeux de puissance régionale, la vieille rivalité entre Arabes et Perses, en somme des enjeux politiques, bien plus que des enjeux religieux. On comprend ainsi que derrière le conflit entre communautés sunnites et chiites, il y a l'Arabie saoudite et l'Iran qui s'opposent pour la suprématie au Moyen-Orient. Donc si je résume, à l'origine du schisme interne à l'islam, il y a le conflit sur la succession de Mahomet, donc plus lié à des facteurs de pouvoir qu'à des facteurs théologiques.
Ensuite, la séparation entre les deux courants religieux au XVIe siècle, comme pour affirmer la séparation entre le monde perse et le monde ottoman, a aussi beaucoup joué. Et puis au XXe siècle, il y a la révolution islamique en Iran en 1979 qui a renforcé la rivalité avec l'Arabie saoudite et relancé les tensions entre les communautés. Alors dans un prochain numéro, nous verrons quelle est la situation aujourd'hui au Moyen-Orient, quelles sont les représentations géopolitiques de l'Iran et de l'Arabie saoudite. Et puis j'évoquerai ce nouvel acteur international qu'est l'État islamique, qui n'est ni islamique ni un État. Sur cette question historique complexe, vous pouvez lire utilement l'histoire de l'islam, les fondements et les doctrines de Sabrina Mervin aux éditions Flammarion dans la collection Champs Histoire, et puis aussi Islam des origines au début de l'Empire ottoman de Claude Cahen aux éditions Fayard, c'est la collection Pluriel. Et puis dans une perspective plus large, vous pouvez lire l'Atlas géopolitique mondial, édition 2015, dirigée par Alexis Bozman aux éditions Argos. Vous pouvez retrouver toutes ces références en langue française mais aussi en langue allemande sur le site du Dessous des cartes.